31 août 2007, 17h20. Un jeune couple pose le pied sur le beau sable de la plage de Yulpo. Cette plage se trouve à l'extrémité sud de la Corée du Sud, dans la province de Jeolla du Sud, près de la petite ville de Boseong. Le couple se tient par la main, il sourit, l'excitation les gagne. Devant eux, il y a l'eau. Sur l'horizon, il y a des dizaines de bateaux de pêche. Derrière eux, c'est les montagnes, un endroit spectaculaire. Ils n'arrivent pas à croire qu'un lieu si magnifique et si isolé se trouve à seulement 1 heure de train de la ville où ils étudient tous les deux. Le jeune homme s'appelle Kim, il a 19 ans, c'est un athlète, un étudiant dévoué. La jeune femme s'appelle Cho, elle aussi a 19 ans, elle aussi est très studieuse, mais elle est plus réservée que Kim, elle est plus timide. Kim est son tout premier petit ami sérieux, elle l'adore, ce week-end marque leur premier grand voyage ensemble. Nous sommes vendredi, Kim et Cho prévoient donc de passer tout le week-end à explorer cet endroit qu'on appelle la plage de Yulpo. Il leur reste 4 heures à vivre. Bienvenue au Récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et bien entendu, souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air, surtout si vous aimez, et partagez, commentez, allez-y franchement. Alors la plage de Yulpo borde un petit village de pêcheurs très pittoresque, elle est célèbre pour son beau sable de couleur argentée, elle est d'ailleurs tellement célèbre que beaucoup de gens viennent ici et campent directement sur la plage. Juste à proximité, il y a un marché aux fruits de mer en plein air, il est animé, il est bruyant, tous les pêcheurs arrivent et déchargent leurs prises sur des tables, ils vendent le poisson aux passants. Dans les montagnes, on voit des cultures vert vif, ce sont des plantations de thé, et tout ça, ça donne à l'air de la plage de Yulpo une odeur florale et douce. Mais avant de commencer à explorer toutes les attractions touristiques principales, Kim et Cho veulent aller voir la jetée de pêche. Alors la jetée de pêche, c'est pas une attraction touristique, c'est juste une jetée de pêche tout à fait ordinaire, mais Kim et Cho viennent de faire un trajet en train d'1 heure, ils veulent se dégourdir un petit peu les jambes, le soleil commence à se coucher, alors ils se disent qu'ils peuvent marcher sur la jetée, avoir une belle vue sur l'eau, puis regarder le coucher de soleil, et après ça, ils pourront toujours explorer les zones principales. Kim et Cho, main dans la main, commencent donc à marcher sur la plage de sable argenté et se dirigent vers cette jetée de pêche au loin. Et pendant qu'ils marchent, Cho sort son appareil photo et prend photo sur photo. Mais à un moment donné, Kim s'arrête brusquement, plisse des yeux, regarde au loin vers la jetée de pêche. Cho baisse son appareil photo. Qu'est-ce qu'il y a ? Kim ne dit rien. Il lève la main et il pointe du doigt. Et quelques secondes plus tard, Kim et Cho courent sur la plage. Le lendemain, Cho est censé appeler sa mère pour prendre des nouvelles, raconter comment le voyage s'est passé, tout ça, mais elle ne le fait pas. La mère essaye d'appeler Cho un peu plus tard dans la journée. Le téléphone sonne dans le vide. Répondeur. La mère de Cho essaye d'appeler Kim, et Kim non plus ne répond pas à son téléphone. À la fin de cette journée, les parents de Kim et les parents de Cho n'ont toujours eu aucune nouvelle de leur enfant, et ils savent que ça, c'est pas habituel pour ces deux-là. Faire silence radio sans raison, c'est parfaitement impossible. Ça n'est pas le genre de gamin à faire ce genre de choses. Les parents filent donc à la police et déposent des rapports de personnes disparues. La police lance une enquête, mais ils n'ont pas grand-chose. Tout ce qu'ils savent, c'est que 2 jeunes adultes, puisqu'ils ont 19 ans tous les deux, ne répondent pas à leur téléphone et c'est tout. Alors ils commencent par essayer à localiser les téléphones de Kim, de Cho. Aucun signal, ils ne peuvent pas les trouver. La police se rend donc à la plage de Yulpo. Ils parlent aux gens qui étaient là le jour où Kim et Cho sont venus, leur posent plein de questions. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ? Est-ce que vous avez vu le couple ? Est-ce qu'ils se sont disputés ? Est-ce qu'ils parlaient à quelqu'un de louche ou d'inhabituel ? N'importe quoi. Mais non, personne ne se souvient de rien de bizarre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent d'eux. Les quelques personnes qui ont vu Kim et Cho ce jour-là n'ont rien remarqué de spécial. Ils semblaient être un couple heureux, un couple normal, aucune dispute. Ils avaient l'air de profiter de la plage de Yulpo, tout simplement. Au cours de ce week-end, la police essaye tout pour localiser Kim et Cho, tout pour comprendre ce qui s'est passé, mais absolument aucun progrès. Kim et Cho se sont, volatilisés.
ils sont volatilisés jusqu'au 3 septembre, parce que tout change ce lundi 3 septembre. Ce jour-là, un pêcheur repère un corps dans l'eau près de la plage de Yulpo. Le corps qui flotte, c'est le corps de Cho. 2 jours plus tard, le 5 septembre, c'est au tour du corps de Kim de s'échouer sur un quai dans un village de pêcheurs voisins. Kim et Cho sont tous deux méconnaissables. Ils sont restés dans l'eau pendant plusieurs jours. Les autopsies révèlent que Kim et Cho ont de multiples fractures, mais il est impossible de savoir s'ils ont été battus par quelqu'un ou quelque chose, ou si c'est tout simplement dû au séjour prolongé dans l'eau, au choc contre les rochers, contre les bateaux, le sac et ressac, etc. La police pense qu'il pourrait y avoir un acte criminel, peut-être qu'ils ont été assassinés. La police retourne donc examiner toutes les images de toutes les caméras de la plage de Yulpo. Peut-être pourront-ils trouver une séquence qui montrera ce qui est arrivé à ce couple. Un des inspecteurs trouve quelque chose d'intéressant, néanmoins une courte séquence vidéo du couple là-bas, à cette jetée de pêche vers laquelle ils marchaient. Mais ils ne sont pas sur la jetée de pêche, ils sont sous la jetée de pêche, sur le sable en quelque sorte. Ils sont l'un à côté de l'autre, près l'un de l'autre, il n'y a personne autour d'eux, il n'y a rien de spécial autour d'eux. C'est un peu bizarre. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucun sens à ce qu'ils soient là, sous la jetée de pêche, il n'y a pas de danger, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a absolument rien près d'eux. C'est comme s'ils ont choisi d'être là juste pour une raison qui leur appartient. Et la police utilise donc ces images pour classer l'affaire. De toute évidence, il semble que c'était le moment final du couple, sous cette jetée, et il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, peut-être un accident, ils ont pu tomber dans l'eau, se noyer, ou peut-être que ce couple a choisi de se donner la mort ensemble, une forme de Roméo et Juliette. Les familles de Kim et de Cho ne sont pas d'accord du tout, mais c'est pas du tout du style de nos enfants de se donner la mort, ça n'a aucun sens. Mais rien de ce qu'ils puissent dire, rien de ce qu'ils puissent faire change les choses, l'affaire est classée, plus personne n'essaie de comprendre ce qui est arrivé à Kim et à Cho. Et ça, jusqu'à 4 semaines plus tard, c'est-à-dire jusqu'au 26 septembre 2007. Ce jour-là, 2 autres corps s'échouent sur le rivage, 2 jeunes femmes, et c'est aux environs de la même zone où on a retrouvé les corps de Kim et de Cho. Les 2 jeunes femmes ont des similitudes avec Kim et Cho, elles ont la vingtaine, elles sont touristes à la plage de Yulpo, et leur autopsie révèle également plusieurs fractures bizarres. Alors ça suffit, ce coup-ci, la police lance donc une grande enquête sur ce qui se passe et ce qui s'est passé à la plage de Yulpo. Et donc cela inclut la réouverture de l'affaire Kim et Cho. Un inspecteur est chargé de repasser toutes les preuves dans l'affaire Kim et Cho, de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, de tout réexaminer. L'inspecteur regarde donc toutes ces photos et il trouve une photo très intéressante qui participera fortement à résoudre l'affaire. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, nous allons donc faire un retour dans le temps au soir où Kim et Cho sont à la plage de Yulpo. Ils commencent donc à marcher vers la jetée de pêche. Kim s'arrête, il lève son doigt, pointe sur quelque chose, et quelques secondes plus tard, lui et Cho courent donc dans cette direction. Ce que Kim a repéré, c'est un pêcheur. Le pêcheur se tient sous la jetée de pêche, et il se dirige vers son bateau de pêche pour repartir sur l'eau. Et d'après Kim, ça serait formidable d'aller demander à ce pêcheur s'ils peuvent le rejoindre, sortir sur l'eau avec lui, sur son bateau de pêche, et de cette façon avoir une vue de la plage de Yulpo, de cette façon, vue de la mer. Cho, quand elle entend cette idée, pense que c'est une excellente idée, elle est tout à fait d'accord, donc les 2 jeunes gens courent vers la jetée pour attraper ce pêcheur avant qu'il ne parte. Et c'est pourquoi il y a ces images de vidéo du couple sous la jetée de pêche. En fin de compte, ils sont en train de parler à ce pêcheur, mais le pêcheur est placé de façon à ne pas être vu dans le cadre, par hasard. Le pêcheur, c'est un homme de 69 ans qui s'appelle Ho Jong-geung. Il gagne sa vie en pêchant et en vendant des poulpes. Au début, quand Kim et Cho l'approchent et lui demandent d'aller avec lui sur son bateau, il dit non, je veux pas de touristes, personne avec moi, blablabla. Mais Kim et Cho semblent désespérés de sortir avec lui, donc Ho cède. Il dit ok, vous pouvez venir avec moi. Ho est mince, petit, mais il travaille sur les bateaux de pêche depuis qu'il est enfant. Donc malgré son apparence de petit gars frêle, il est robuste, il est endurant et il est très musclé. Et la raison pour laquelle Ho ne veut pas amener Kim et Cho avec lui sur ce bateau, c'est qu'il sait. Il sait qu'il aura une envie qu'il ne pourra pas contrôler
Mais il continue à le supplier, il accepte, et il accepte que cela va arriver. Il les autorise sur son bateau, il les emmène sur l'eau. Une fois que le bateau de O est sur l'eau, loin de la plage, il pousse Kim par-dessus bord. Kim tombe dans l'eau, O attrape une gaffe, c'est une espèce de gros crochet pointu et lourd, et il commence à battre Kim dans l'eau. Sur son visage, sur ses bras, ses mains. Kim essaye de remonter dans le bateau, il est désespéré, mais O finit par le battre à mort. Cho, elle est sur le bateau, elle regarde cela se produire, elle est tétanisée, elle est totalement immobilisée, et après que son petit ami ait été battu à mort, O se tourne vers Cho et fait exactement la même chose avec elle. Il la jette par-dessus bord, il la bat avec cette gaffe jusqu'à ce qu'elle meure. Après, tranquillement, O retourne derrière les manettes de contrôle de son bateau, retourne vers le rivage et va vendre ses poulpes comme si rien de tout ça ne s'était passé. Et O aurait donc échappé à ces 2 premiers meurtres si seulement, 4 semaines plus tard, 2 autres touristes n'avaient pas posé à O exactement la même question. Est-ce que vous pouvez nous prendre sur votre bateau? Et il les a tués de la même manière qu'il a tué Kim et Cho. Sauf que l'une de ces 2 jeunes femmes, pendant qu'elles sont sur l'eau dans son bateau, avant d'être attaquées, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle envoie un SMS et elle dit qu'elle est en difficulté sur un bateau. Quand la police trouve les corps de ces 2 femmes et trouve ce SMS, ils recherchent dans le registre. C'est un registre qui liste tous les bateaux qui ont été à l'eau, qui ont été sur l'eau de la plage de Yulpo les différents jours de la semaine, et donc également ce jour-là. Et ce jour-là, c'était un jour férié. Il n'y avait absolument personne sur l'eau, sauf un seul bateau. Ce bateau est le bateau de O. Et c'est là que cette photo que l'inspecteur a trouvée sur la pellicule de l'appareil photo de Cho entre en jeu, parce que c'est la photo que personne n'avait vraiment regardée avant. C'était la dernière photo que Cho a prise, et c'est une photo de O. O est juste devant elle, il pilote le bateau vers l'océan ouvert, et Cho a pris une photo de lui. Elle ne sait pas encore ce qui se passe et ce qui va se passer, et elle ne sait pas encore que ce type l'amène vers sa mort. Oh Jong-geung est reconnu coupable des meurtres. Il n'a absolument aucune explication claire quant à pourquoi il a tué ces gens. Il a agi sur des pulsions, dit-il. Il est condamné à mort en février 2008 par le tribunal de Gwangju et il devient le plus vieux détenu du couloir de la mort en Corée du Sud. Mais la Corée du Sud n'exécute plus personne depuis 1997, donc Oh Jong-geung mourra en prison le 30 juillet 2024 à l'âge de 86 ans, 17 ans après ses crimes. Il n'a donc jamais été exécuté. En plus d'avoir détruit les familles de 4 personnes, ces crimes ont détruit sa propre famille. Son fils aîné s'est suicidé en 2008, un an après les meurtres. Sa femme a fui leur ville natale, elle est partie vivre avec leur fille à Séoul. Sa fille, qui est restée à Boseong, a dit aux journalistes qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cet homme. Pendant toutes ces années en prison, 17 ans, Oh Jong-geung n'a eu qu'un seul visiteur, un journaliste, personne d'autre. Même sa famille l'avait abandonné. La dernière photo de Cho reste, cette photo de Oh Jong-geung aux manettes de son bateau, cette photo qui a résolu l'affaire, cette photo prise par une jeune femme de 19 ans qui ne savait pas qu'elle photographiait son assassin. C'était Récit de l'ombre, merci de m'avoir vu et je vous dis à bientôt. Au revoir.